coalition d'États, d'organisations supranationales, d'entreprises, d'investisseurs, de membres de la société civile qui ont fait le choix de se réunir autour de projets innovants qui s'engagent sur des financements au service de la planète, de l'environnement, de la biodiversité, des énergies renouvelables. Des innovations grâce auxquelles un continent comme l'Afrique a la possibilité aujourd'hui, non seulement, on le voit à l'occasion de ce sommet, de combler des disparités et un manque d'accès à l'énergie, notamment à l'électricité, mais de le faire en adoptant dès maintenant les énergies renouvelables à la fois plus efficaces et qui préservent la biodiversité. C'est essentiel pour les forêts en Afrique quand on sait que, d'après les scientifiques, la préservation des forêts contribuerait à réduire de 18% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Ces puits de carbone sont aussi importants pour le climat que l'action directe sur les émissions. Pour cette raison, nous allons maintenant nous intéresser à la préservation de l'écosystème, aux modèles économiques qui s'appuient sur la nature pour contrer les effets du dérèglement climatique. Le bassin du Congo est la deuxième réserve forestière au monde derrière l'Amazonie, à la fois l'un des poumons de la planète et une source d'opportunités économiques pour le continent. Pour nous en parler, je vous demande de bien vouloir accueillir le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, si vous voulez bien me rejoindre ici même. Merci, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Président, votre présence ici au One Planet Summit est un signe important. Vous avez entendu l'appel à agir en faveur de la conservation et de la préservation des forêts annoncé en ouverture de ce sommet par le président Kenyatta. Comment souhaiteriez-vous aujourd'hui y répondre ? Bien, je vous remercie. J'aimerais également profiter de la situation pour remercier le président Kenyatta et le féliciter, ainsi que le président Macron pour cette initiative combien louable. L'Afrique a effectivement besoin de ce développement durable, ces énergies renouvelables, parce qu'en ce moment, la pauvreté est à la base de beaucoup de dégradations. Et je crois qu'il faut, comme vous dites, vous voulez savoir comment y arriver, il faut d'abord un bon plan de lutte contre la pauvreté, mais également beaucoup de pédagogie envers nos populations pour qu'elles comprennent le bien fondé de cette politique. Ça veut dire que l'action en faveur notamment des besoins sociaux des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pardon ? L'action en faveur des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pour le moment, non. Quelles opportunités voyez-vous pour la reforestation de la forêt du bassin du Congo, dont on sait à quel point elle est importante? D'abord, il faudrait apprendre, comme je l'ai dit à nos populations, de ne pas déboiser. Et pour cela, j'ai amené d'ailleurs dans ma délégation un jeune entrepreneur congolais qui a réussi à transformer les plantes en charbon de bois, donc à la place évidemment du charbon de bois. Donc il fait de cela une énergie qui pourrait remplacer parfaitement la coupe des bois de la forêt. Donc il faudrait vraiment aller dans ce sens, encourager ce genre d'initiative, et je crois qu'on pourrait faire face à cela. Comment la dynamique du One Planet Summit qu'on voit à nouveau à l'œuvre ici pour la 3e fois, la première fois à nouveau pour un sommet régional, et tous les acteurs impliqués peuvent soutenir vos efforts, ceux que vous comptez entreprendre en République démocratique du Congo? Bien entendu, le financement. Évidemment, il faudrait multiplier ce genre d'initiatives et sensibiliser davantage, rechercher les financements nécessaires afin d'y faire face. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a entendu cet appel à la reforestation. Vous y associez bien sûr. C'est effectivement quelque chose que vous avez à cœur et qui est important pour les gens qui nous regardent ici. Merci à nouveau de vous être rendu aujourd'hui à ce One Planet Summit. Merci.
L'Afrique, qui a un rôle majeur à jouer dans la préservation des écosystèmes, elle abrite un tiers des terres dégradées avec un potentiel de restauration et subit des pertes d'espèces et d'habitats aggravées par le changement climatique. Mais pour préserver les écosystèmes africains et développer les opportunités économiques, la collaboration, on le voit à nouveau ici, c'est un bon exemple, entre les différents acteurs publics et privés est essentielle. Dans le panel qui va suivre, nous allons tenter de répondre aux deux questions suivantes. Quel est le rôle de l'éducation et des communautés locales pour une exploitation durable des terres agricoles? Quels instruments ont le meilleur potentiel pour aider à financer la biodiversité? Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, et je demande de bien vouloir venir me rejoindre ici même, Madame Mariama Maman du Niger. Bonjour, Mariana Maman, dont la société, JC Green. Je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir ici même, voilà. Merci beaucoup. Mariana Maman, dont la société JC Green transforme la jacinthe d'eau, c'est une plante invasive en source d'énergie en biogaz, donc, qui produit ensuite de l'électricité et en engrais naturels. I'm now asking to join us here on stage Mr. Emmanuel. À présent, M. Emmanuel Faber, responsable de Danone, l'une des sociétés alimentaires plus importantes dans le monde, qui produit notamment des produits laitiers. Merci. Monsieur Strait Masiwa, du Zimbabwe, fondateur et directeur du groupe Econet, dont le siège se trouve en Afrique du Sud, avec des activités qui vont de la télécommunication aux activités bancaires mobiles et aux médias. Voilà. Ensuite, le responsable de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique est homme également. Bon, nous nous sommes réunis hier, du Kenya, directeur d'une ONG dont la mission est de développer la conservation au sein des communautés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour prendre part à cette deuxième séance de la journée. Du commun, vous êtes nigérienne, vous êtes ingénieur, vous avez fondé une société, JC Green, qui crée de la valeur des engrais, on l'a dit, et l'électricité notamment, en contribuant par son action et dans le même temps à dépolluer le fleuve Niger. Expliquez-nous. Je dirais que c'est assez simple. Je suis partie d'un constat. Donc, j'ai connu le problème de la jacinthe d'eau que j'ai vu sur le fleuve Niger, qui avait carrément changé cet écosystème de mon enfance. Et du coup, je dirais que le déclic est parti de là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à tester cette technologie et nous avons déjà des résultats palpables. Des agriculteurs utilisent nos produits à ce jour. Des familles aussi se sont portées volontaires à faire ce test, d'utiliser en fait le biogaz pour produire de l'électricité. Et donc, pour moi, la nature a toujours cette capacité de répondre à un problème donné. Et la science et la technologie vont nous permettre la mise en place de ces solutions. C'est pourquoi, en tant qu'ingénieur, je me suis dit il faut qu'on mette en place une solution, en tout cas, à partir d'un problème donné, et de ne pas toujours rester là, parce que la jacinthe d'eau, ça fait des décennies qu'on en parle. Et pour moi, c'était un défi de vouloir challenger tous ces projets qui ont eu à se mettre en place avant. Il y a des équipes techniques qui nous ont accompagnés, donc, notamment 2 yeux, donc, qui se trouvent au Burkina Faso. Tout au long de cette aventure, je dirais que c'est le Young Champion of the Earth que j'ai reporté en 2017 qui a vraiment, comment dirais-je, accentué cette démarche. Donc la reconnaissance internationale vous a aidé. Ouais. Emmanuel Faber, Danone Invest. Emmanuel Faber, les investissements de Danone ici au Kenya. Il travaille aussi au sein de Brookside. Alors, il y a eu un fonds carbone créé par votre société. Dites-nous comment les différents acteurs industriels tels que Danone peuvent appuyer une agriculture durable, et notamment le modèle africain ici. Merci. Je pense qu'il faut déjà que l'on comprenne la réalité africaine
qui est différente par rapport à d'autres continents. Deux choses. Tout d'abord, contrairement à ce qui se passe dans d'autres continents, la population rurale en Afrique va continuer à augmenter, environ 300 millions supplémentaires dans les 10 ans qui vont suivre. Alors, sans mettre le petit exploitant au centre de nos efforts, et sachant aussi que les femmes, très souvent, n'ont pas accès aux droits fonciers, et qu'on représente tout de même la plus grosse main-d'œuvre agricole sur ce continent, eh bien, si on ne s'y penche pas, on va oublier quelque chose. Alors, il faut parler de la résilience de l'agriculture au niveau des exploitations. Il faut qu'il y ait des cultures d'exportation, des cultures de rente et des cultures de subsistance. Alors, trop de cultures de rente ont créé une dépendance financière et en raison de la volatilité des prix et des volumes, eh bien, cela a fait que les petits exploitants en Afrique sont désespérés parce qu'en plus de cela, la monoculture de ces cultures de rente donc, a détérioré fortement les sols. Par conséquent, à notre échelle, il y a 10 ans, nous avons commencé à explorer les voies et moyens pour développer de nouveaux modèles économiques qui prendraient en compte à la fois les modes de subsistance et l'environnement. Alors, je vais utiliser 2 exemples à cet effet au Kenya. Tout d'abord, celui que vous avez évoqué. Il s'agit d'un projet où, avec Brookside, justement, et avec une ONG, nous travaillons avec 30 000 paysans pour essayer de changer leurs pratiques, notamment en matière d'élevage. Alors, on a réussi à multiplier ainsi la productivité de lait. On a ajouté d'autres cultures et d'autres recettes, l'agroforesterie et autres, pour que l'on puisse aussi produire d'autres biens. Alors, on va injecter, dans le cadre de ce projet, 200 millions de dollars dans des zones rurales ici, autour du Mont Kenya. Alors, en plus de cela, ce que nous allons faire, c'est qu'on va travailler pour lutter contre l'érosion du sol. Et ainsi, ils vont économiser 15 milliards d'eau de la nappe phréatique et 1 million de tonnes de carbone. Alors, un autre exemple que l'on peut lier aussi à l'énergie, c'est qu'à côté de Nairobi, il y a un projet IFADI que nous avons lancé il y a un certain nombre d'années où d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est engagé à doubler l'investissement à hauteur de 8 millions d'euros pour doubler la taille de ce projet qui travaille sur la déforestation et la santé des populations, avec des mécanismes très simples. Alors, le bois, c'est la source d'énergie numéro 1 pour les zones rurales, bien sûr, au niveau des foyers, notamment pour cuire les aliments avec ces petits foyers. Alors, on a un foyer amélioré qui est 2 fois plus efficace. Et on va éviter de marcher pendant 3 heures pour obtenir du bois de chauffe, et c'est mieux aussi pour la santé parce que la combustion se fait de manière améliorée. Et en raison du crédit carbone que nous obtenons, le produit est fabriqué par une petite entreprise qui se trouve à Nairobi. Le coût, c'est environ 15 $ pour ce foyer. Et ce que nous faisons, c'est que nous réinjectons une partie du carbone crédit pour subventionner ce prix auprès des femmes pour que le produit soit vendu à 5 ou 6 $, ce qui le fait tout à fait abordable. Nous touchons maintenant 500 000 personnes et on essaye d'arrêter la déforestation sur 2500 hectares. Alors il faut savoir que beaucoup d'autres sociétés se joignent à nous sur ces activités, donc c'est une très bonne avancée. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cet exemple qui montre comment les grandes entreprises peuvent vraiment marquer une différence. Alors, est-ce que, M. Masiyiwa, est-ce que vous pouvez nous montrer comment votre compagnie de télécommunications peut aider à réduire les risques liés au changement climatique pour les petits exploitants et comment est-ce qu'on peut créer un environnement propice dans le secteur agricole? Merci, grand merci. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici à Nairobi. Une observation faite par mon collègue de la Banque mondiale a attiré mon attention. Vous avez dit que l'Afrique a 1% de l'ensemble
des énergies renouvelables. C'est une statistique similaire à ce qu'on a dit il y a quelques années dans le secteur de la télécommunication. Il y a 25 ans, moins de 1% du peuple africain avait accès à un téléphone. Actuellement, plus de 75% de la population africaine a un téléphone portable. Cette révolution a été propulsée par deux facteurs principaux. Une technologie qui a connu sa maturité, mais aussi il y a le rôle des acteurs du secteur privé en ce qui concerne la mobilisation des capitaux. Nous sommes au même niveau. Actuellement, nous avons une technologie qui a un niveau de maturité en ce qui concerne les énergies renouvelables solaires. Ce qui manque actuellement, ce sont les entrepreneurs qui devraient intervenir. Et pour cela, ils ont besoin du cadre et des ressources pour pouvoir intervenir. Ils n'ont pas encore pu entendre l'appel d'intervenir comme ils l'ont fait pour construire l'infrastructure africaine de télécommunications. Un des effets secondaires de cette industrie pour nous en tant que secteur de la télécommunication, moi je suis fier de faire partie de cette grande révolution, mais une des choses que je remarque ou que j'ai remarqué ou que j'ai réalisé il y a quelques années, c'est que en construisant ces réseaux ont été construits sur plus de 200 000 tours cellulaires et il fallait qu'on utilise les générateurs pour alimenter ces tours en électricité. Et du coup, les entreprises de télécommunications sont devenues les plus grands consommateurs d'électricité. Nous polluons la planète à cause justement des générateurs de diesel. Et nous avons, grâce à cela, créé plus de demandes parce qu'ils ont besoin de charger leur téléphone portable. Et dans les villages, on trouve qu'il y a des générateurs qui sont alimentés au pétrole et au diesel. Donc, et cela pollue aussi. Donc, en tant que planète et en tant qu'entreprise, on a réalisé qu'on a beaucoup de capacités, au fait. On a beaucoup de capacités en ce qui concerne l'énergie. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'établir une entreprise qui va commencer à désinstaller les générateurs. Donc, nous avons créé une entreprise qui s'appelle Power Africa. Donc, ce que nous faisons, générateurs qui alimentent en électricité les tours, non seulement pour nous, mais aussi pour nos concurrents. Ça, c'est le genre de changement de paradigme qu'il faut qu'on voit davantage, qu'il faut accélérer, étant donné qu'actuellement, on constate que certaines de ces solutions nous permettent de plus en plus à créer des mini-réseaux d'électricité parce que nos systèmes solaires permettent de créer justement ces mini-réseaux. Et ces mini-réseaux sont une amélioration en ce qui concerne la fourniture d'électricité en zone rurale. Je vous remercie beaucoup. Merci. Thomas Lampa, on a entendu des exemples, nous avons entendu ce que Danone a fait, nous avons entendu ce qui se fait notamment au Zimbabwe, cette entreprise qui confronte les effets secondaires de ces activités. Les communautés locales ont un rôle important dans la préservation de l'écosystème, n'est-ce pas? Tout d'abord, je reconnais qu'il faut jeter un coup d'œil sur l'Afrique. Quand on regarde la conservation et la protection des écosystèmes en Afrique, on constate que c'est quelque chose qui a été considéré pendant longtemps comme étant un programme du gouvernement, un programme qui appartient aux bailleurs de fonds. Les sociétés locales ont senti qu'ils étaient mis en marge et n'ont pas été impliqués pendant très longtemps. Et comme mon président Uhuru l'a dit, on a continué à constater qu'il y avait la continuation du déboisement. Nous constatons la destruction de nos tours d'eau, de nos écosystèmes marins, de nos zones
maraîchères qui sont sévèrement dégradées. Et ça, c'est un grand problème. Le Kenya veut changer cette donne et faire cela de deux manières. Tout d'abord, le Kenya a adopté un modèle qui est piloté par les communautés. Le modèle de zone de conservation communautaire est quelque chose qui développe les communautés qui sont résilientes, où nous organisons les communautés de sorte à garantir la paix. Et actuellement, nous appuyons 29 zones de conservation couvrant des millions d'acres et couvrant différents comtés. Il s'agit ici de communautés, d'institutions qui sont dirigées par des communautés locales et nous utilisons la conservation comme un outil de développement et ça marche. Nous améliorerons les mesures incitatives. Le modèle est tel que c'est complémentaire aux zones protégées par l'État. Nous avons les réserves, que ce soit des réserves marines ou des réserves dans les zones maraîchères. Donc, ce que ce modèle fait, c'est complémentaire par rapport aux zones protégées par l'État en servant de tampon, en permettant d'avoir un autre niveau de protection. Ça, c'est parce que la plupart de nos zones protégées deviennent des îles protégées, même si nous impliquons les communautés, nous essayons d'aller plus loin en les impliquant dans la gestion de ces zones. Donc, le système est assez avancé. Nous avons le concept de cogestion. Les communautés sont impliquées. Nous appuyons une des forêts qui s'appelle Ngarendare, qui devient notamment une zone qui est autonome. Nous avons établi un système de paiement pour les services écosystémiques. Ça devient de plus en plus un des meilleurs modèles. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'impliquer nos communautés rurales en utilisant des institutions crédibles, locales et démocratiques où les conseils d'administration sont élus au niveau local. Et de cette sorte, ils peuvent considérer ces ressources naturelles comme leur appartenant. Dans votre activité, et dans d'autres d'ailleurs semblables à la vôtre, en tout cas qui essayent de se développer, qu'est-ce qui doit être fait en termes de financement, en termes de recherche, en termes de climat, des affaires, de cadre réglementaire, pour aider justement une initiative comme la vôtre à éclore et ensuite à se développer, à trouver des débouchés, des partenaires? Oui, tout à fait. Je connais bon nombre de jeunes qui se laissent décourager parce que on a une bonne idée, mais des fois, on a du mal à avoir du soutien pour décoller. Et aujourd'hui, avec le simple test qu'on a fait, on arrive à couvrir la production de plus d'une centaine de maraîchers en fertilisants biologiques. Et plus d'une vingtaine de familles sont en zone rurale, puisqu'on a vraiment ciblé des familles défavorisées. Donc, utilisent déjà ce potentiel-là qu'on a développé. Et aujourd'hui, pour moi, ma vision, c'est de pouvoir en fait fournir des fertilisants à plus de 10 000 maraîchers d'ici 2021 et aussi plus de 5 000 ménages. Et pour cela, en fait, j'ai besoin que des investisseurs soient plus attrayant en fait envers des projets verts et aussi des institutions en fait qui sont sensibles à des projets en lien avec le développement durable. Et pour moi, les jeunes ont démontré en fait qu'ils peuvent travailler et puis fournir quelque chose pour construire un monde meilleur. Donc, et on devrait en retour en fait davantage nous soutenir et nous aider. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nos panélistes. Thank you.
ta portable ça faut nous guider. Qui soit c'est pire. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est ta femme. Louis. Ah, ils en yo. Mengaït. Ah, oh yo les qui fait. On a l'équipe où il y a pas ce même. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh, ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku na msi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas de place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX ezakaka moko. Boyo badongola miso. Vous avez vous dites des autres, vous cueillez, vous savez ma caméra des autres, vous comme Ruka, vous vivez ça, répétition, il y a GPX. Répétition. Phénomène de répétition. Ah là, constipation. GPX numéro 1, il y a Fred Congolais dans Londres. Mama prophétesse Clémentine Nanga Zamba pambolo na mosalo zosala mama Nazota tola azanzambe Batime amonaki na komone Obota kate boyana Yesu Zamba Elvis Alomba azakosale Yahweh akosala Mungu wa baraka Okotatola monene na ye balinga te akosale atakenda Mungu wangu atafanya Mungu wa mapendo Mungu ya kwa Yesu Pasteur Chires Ngandu de l'église Soleil de Gloire Yungule misala ya Jésus misala na ne uta na Golgotha Junior Makolo ezomonana na miso ya bato nanu tomona moto ta epa ya Yesu azonga na négativité esolo ona Yesu yo Yesu akoka mwisondeko bakongana yo bakoyokisa masonyo bakomokisa yo bakolonga yo tawa bayinga babinga bakoma bafana akokamusa yo na tongo na pokwa kozalanye biso tozabana na yo papa na biso Oloba togo banga te Mabota bobanga Yesu afungola yango Oyo sala elekela mayela bakole tozabana na yo elongo na yo ekosimbaka otika misala molili boya na Yesu yo boya na mingomba na bino ebana ye Chikabulu Mama Pasteur Geneviève Kaiba Telemobine Lanzambe Mama